Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur Télé Sud pour votre édition de la mi-journée de ce mercredi 21 juin, dont voici les principaux titres. Selon l'ONU, plus de 2,5 millions de personnes ont été contraintes de fuir leur domicile au Soudan après plus de 2 mois de guerre entre l'armée et les paramilitaires, une situation particulièrement grave pour les Nations Unies qui redoutent que le pays sombre dans une violence sans égale. Le parti PASTEF d'Ousmane Sonko a présenté sa version des violences meurtrières au Sénégal, affirmant que le bilan était de 30 morts, tandis que le gouvernement en déclare 16. Le PASTEF tient l'État pour seul responsable de ces événements survenus après la condamnation d'Ousmane Sonko à 2 ans de prison. Et le 22 et 23 juin se tiendra à Paris le sommet pour un nouveau pacte financier mondial afin de renforcer la résilience des pays les plus vulnérables face aux chocs économiques et impact du changement climatique. Et à cette occasion, nous recevrons en fin d'édition Rosaline Dong, une jeune activiste sénégalaise de l'ONG One qui a accepté de répondre à nos questions. Je vous le disais, l'ONU a tiré la sonnette d'alarme mardi sur la guerre qui oppose l'armée et les paramilitaires depuis plus de 2 mois au Soudan. Une guerre qui a déjà contraint plus de 2,5 millions de personnes à quitter leur foyer. Pour le secrétaire général de l'ONU, le Soudan sombre dans la mort et la destruction à une vitesse sans précédent. Je vous propose de l'écouter. Si nous ne faisons pas taire ces armes, cet exode des Soudanais va se poursuivre. Nous avons déjà près de 2 millions de nouvelles personnes, de nouveaux déplacés à l'intérieur du pays et davantage de personnes qui sortent. Et j'espère que cette bonne nouvelle au Kenya inspirera d'autres pays à emboîter le pas sur ce continent et ailleurs, à apporter les solutions qui aident les réfugiés à ne pas être des réfugiés et à mettre fin aux déplacements forcés dans le monde. Hier, nous étions le 20 juin, une date qui marque la Journée mondiale des réfugiés, une journée qui doit nous amener à nous interroger sur notre façon d'accueillir les personnes déplacées de force dans le monde. Selon l'ONU, en mai, le nombre de déplacés dépassait les 110 millions. On fait le point sur la situation avec Mathieu Nicolas. Comme chaque année, le 20 juin, le monde célèbre la Journée mondiale des réfugiés. Journée internationale pour rendre hommage aux personnes qui ont été forcées de fuir leur pays. Et en 2022, selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, il n'y a jamais eu autant de personnes forcées à quitter leur foyer. Nous avons 110 millions de personnes qui ont fui à cause des conflits, de la persécution, de la discrimination, de la violence, souvent mêlés à d'autres motifs, en particulier l'impact du changement climatique. L'Afrique est sans surprise le continent où il y a le plus de déplacés. Au total, elle accueille les 3/4 des nouveaux déplacements internes. Et les raisons sont nombreuses. Certains pays en conflit voient leur population fuir l'insécurité comme en RDC ou au Soudan. D'autres subissent de plein fouet les conséquences du changement climatique comme le Kenya et la Somalie. Et la situation est encore loin de s'améliorer, qu'il s'agisse des violences ou du changement climatique. Les solutions à ces mouvements sont de plus en plus difficiles à imaginer ou même à mettre sur table à cause de tout ce que vous savez. Nous sommes dans un monde très polarisé et c'est vraiment très inquiétant. Mais mon message ici est un peu plus positif. Ils ne sont pas absents. Nous ne sommes pas dans un monde où les solutions n'existent pas. Aucun signe de ralentissement des déplacements n'est prévu en 2023 selon l'ONU, notamment en raison du conflit au Soudan. Depuis le début du conflit, plus de 2,5 millions de personnes ont été contraintes de fuir ailleurs dans le pays ou à l'étranger. C'est pourquoi l'ONU appelle à une action concertée pour améliorer au maximum l'accueil des réfugiés dans le monde. Au Sénégal, le parti PASTEF d'Ousmane Sonko, qui a été condamné à 2 ans de prison, a présenté sa propre interprétation des violences meurtrières qui ont eu lieu dans le pays au début du mois. Le gouvernement a déclaré qu'il y avait eu 16 morts. Cependant, selon le PASTEF, le bilan réel est supérieur à 30 victimes. 30 victimes attribuées à la répression violente exercée par le gouvernement. Soukaina Skalissal. Après le gouvernement sénégalais, c'est au tour du PASTEF de livrer sa version des faits quant aux violences survenues il y a 20 jours au Sénégal. Lundi, dans un live diffusé sur les réseaux sociaux, le parti d'opposition d'Ousmane Sonko a présenté un mémorandum d'une 40aine de pages. Le constat est sans appel, l'État est le seul responsable de ces violences. Aujourd'hui, nous avons enregistré 30 décès. Et pour les 30 décès,
Nous avons 4 corps qui ne sont pas encore identifiés. Plus de 80% de ces victimes-là ont été tuées par balle. Et je dis, il était encore difficile il y a quelques jours pour ces familles-là de récupérer les corps. Parce que quand les médecins légistes ont établi les morts, les décès par balle, les autorités de l'ordre parfois ont refusé de signer ces papiers-là, de consigner ces papiers-là pour permettre aux familles de récupérer les corps. Le 8 juin dernier, le gouvernement avait publié un livre blanc dans lequel il accusait l'opposition d'avoir attisé ces violents heurts après la condamnation à 2 ans de prison d'Ousmane Sonko pour corruption de la jeunesse. S'ils ont été si pressés de produire le livre blanc, vous qui avez pris le temps de le lire, truffé de fautes et de mensonges, ils continueront à produire des rapports truffés de fautes et de mensonges. Et ce rapport-ci est truffé de mensonges et d'inexactitudes. Suite au procès du leader de la coalition Yehui Askanoui, des violences entre manifestants et forces de l'ordre avaient éclaté, conduisant à 300 blessés et 16 morts selon un décompte officiel. Depuis, Ousmane Sonko est détenu chez lui, séquestré selon le PASTEF. Ça fait plus de 20 jours que le président Ousmane Sonko est séquestré chez lui. Ça fait aujourd'hui 20 jours que ses avocats ne peuvent pas lui rendre visite. 20 jours qu'aucun militant ne peut lui serrer la main. 20 jours que sa famille ne peut pas sortir librement. 20 jours qu'aucune autorité ne peut produire un document attestant de la légalité, de la légitimité et de la normalité de la décision qui a arrêté de séquestrer Ousmane Sonko et de le mettre en résidence surveillée de manière tacite. Le parti d'Ousmane Sonko avait également annoncé une saisine de la CPI, la Cour pénale internationale, via l'avocat français Juan Branco. Le PASTEF conteste le bilan de 16 manifestants tués et avance le chiffre de 30 morts. Le parti demande une enquête indépendante sous l'égide de l'ONU et de l'Union africaine. Lundi soir, les États-Unis ont exprimé leur regret face à la demande malienne de retrait de la MINUSMA. Pour le porte-parole du département d'État, l'importance désormais est de garantir la sécurité des soldats de la paix et des Maliens lors du retrait de cette mission onusienne en appelant à un retrait ordonné et responsable. Aymeric Torignon. Devant le Conseil de sécurité de l'ONU, vendredi dernier, le ministre malien des Affaires étrangères demandait le retrait sans délai de la MINUSMA du territoire malien. Moins d'une semaine après, la demande malienne continue de susciter des réactions. L'une d'elles vient des États-Unis qui regrettent cette décision unilatérale des autorités du Mali en dépit de la situation sécuritaire fragile du pays. Nous sommes préoccupés par les effets que cette décision aura sur la sécurité et les crises humanitaires qui affectent le peuple malien. Mais peu importe, le gouvernement malien est catégorique. La mission onusienne doit quitter le plus vite possible le pays. Même si Washington déplore le choix de Bamako, le département d'État américain appelle à un retrait ordonné et responsable. Les États-Unis regrettent la décision du gouvernement de transition du Mali de révoquer son consentement à la MINUSMA. Le retrait de cette mission onusienne doit se faire de manière ordonnée et responsable en donnant la priorité à la sécurité des soldats, de la paix et des Maliens. L'annonce du retrait des casques bleus au Mali intervient alors que le Conseil de sécurité s'apprêtait à renouveler le mandat de la mission le 30 juin. La décision malienne et le discours lundi du porte-parole du département d'État américain semblent bien sonner le glas de la MINUSMA. Suite aux révélations lundi des experts de l'ONU sur le soutien actif de Kigali au groupe armé du M23 dans l'est de la RDC, la France a demandé mardi à ce que cesse ce soutien militaire et a condamné les exactions perpétrées par les multiples groupes qui terrorisent la région. Mathieu Nicolas. Après l'ONU, c'est au tour de Paris d'avertir Kigali. Suite au récent rapport publié par l'ONU qui présente à nouveau des preuves du soutien actif de Kigali au M23 dans l'est de la RDC, la France s'est dite soucieuse de ces révélations et demande au Rwanda de cesser son soutien militaire aux rebelles du M23. La France est préoccupée par les informations confirmant le maintien du M23 dans les territoires à l'est de la RDC, le soutien militaire continu du Rwanda à ce groupe armé et la présence de soldats rwandais sur le territoire congolais. Ce soutien que nous condamnons doit cesser. Dans le rapport de l'ONU, les preuves sont nombreuses.
Des entretiens, des photos ou encore des clichés aériens attestent de la présence de soldats portant l'uniforme rwandais entre novembre et mars dans les territoires du Rutshuru, du Masisi et du Nyiragongo. Des preuves également de la présence de troupes rwandaises à la frontière dans les villes congolaises occupées par le M23. Pire, le groupe d'experts donne aussi les noms de plusieurs officiers supérieurs rwandais impliqués. Les nombreuses violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises notamment par le M23, les ADF, la Codeco, les Mai Mai, les Twirwaneho et les FDLR ne peuvent rester impunis. La France appelle à traduire en justice les auteurs de ces crimes. Elle salue la décision du procureur de la Cour pénale internationale d'examiner les faits commis au Nord Kivu en réponse à la demande des autorités de la RDC. Lors de son voyage en RDC, en mars, le président français Emmanuel Macron avait lancé une mise en garde à Kigali, sans toutefois condamner clairement le Rwanda. À présent, Paris se veut clair. Toute partie qui ne respecte pas les engagements afin d'accélérer le retrait du M23 des territoires occupés, de cantonner ce groupe et d'inciter tous les groupes armés à s'engager dans le processus national de démobilisation et de désarmement fera l'objet de sanctions. Depuis le début du conflit armé au Soudan, plus de 15 000 personnes sont déjà entrées en Centrafrique. Pour les milliers d'enfants de ce groupe de réfugiés, ECW entend mettre à disposition une éducation de qualité dans des conditions d'apprentissage adéquates. Pour ce faire, le Fonds mondial des Nations Unies pour l'éducation accorde 2 millions de dollars pour scolariser les réfugiés. Les explications avec Émeric Torregnon. À quelques kilomètres de la frontière soudanaise, des réfugiés venus du Soudan tentent de reconstruire leur vie. Dans ce camp à Birao, au nord de la RCA, ils sont des milliers à trouver asile ici après l'éclatement de la guerre dans leur pays. Parmi eux, de nombreux enfants obligés d'interrompre leur scolarité. À ce jour, plus de 13 000 personnes ont traversé la frontière du Soudan vers cette partie reculée de la République centrafricaine. La majorité d'entre eux sont des réfugiés et la grande majorité d'entre eux sont des femmes et des enfants. La réponse éducative dans ce type de contexte complexe est extrêmement difficile et fait face à de nombreux défis. Lundi, une délégation du HCR accompagnée de l'organisation Education Cannot Wait est venue s'enquérir de la situation des déplacés de ce site en RCA. Avec à la clé une annonce, une enveloppe de 2 millions de dollars à titre de première intervention d'urgence en faveur de l'éducation de ces déplacés. Je profite de l'occasion aujourd'hui au nom de Education Cannot Wait pour annoncer un nouveau fonds dans le cadre de notre première réponse d'urgence pour le HCR afin de soutenir cette réponse dans le nord-est de la République centrafricaine. Cette réponse d'Education Cannot Wait permettra des services d'éducation non seulement pour les réfugiés qui sont ici, mais aussi pour les communautés d'accueil dans lesquelles ils ont été accueillis. En Centrafrique, ECW n'est pas à sa première intervention. Cette nouvelle enveloppe porte sa contribution à 70 millions de dollars dans le pays. Des investissements qui pourront aider cette jeune réfugiée comme des milliers d'autres à atteindre leurs ambitions. Je veux étudier afin d'obtenir une éducation, afin de pouvoir enseigner aux jeunes enfants comme on m'a enseigné. Je veux donner une éducation aux enfants pour qu'ils apprennent comme moi. Si je deviens médecin, je leur apprendrai à devenir médecin pour aider les gens et leur pays. Si je deviens ingénieur, je veux leur apprendre à devenir eux aussi des ingénieurs et à devenir des personnes importantes et qui réussissent. Mais en attendant ici dans le camp de Birao en RCA, ces enfants qui ont dû fuir les zones de combat au Soudan retrouvent peu à peu le sourire tout en gardant espoir d'un retour prochain dans les salles de classe.
À moins de 5 mois d'un scrutin présidentiel dont les dates n'ont pas encore été officiellement validées, la communauté des défenseurs de l'environnement à Madagascar s'est réunie pour discuter de l'importance de mettre l'accent sur les enjeux écologiques dans le pays lors des programmes des futurs candidats. Les thèmes du capital naturel, des crimes environnementaux et du développement durable ont été abordés par les panélistes, dans le but d'inciter les citoyens à ne pas se laisser tromper par des discours électoralistes. Un message également destiné à tous ceux qui souhaiteraient se lancer dans la course à la présidence. Je vous l'annonçais en titre, la France accueillera un sommet pour un nouveau pacte financier mondial les 22 et 23 juin à Paris. Ce sommet, initié par le président Emmanuel Macron, se déroulera dans un contexte international marqué par les répercussions des crises climatiques, énergétiques, sanitaires et économiques, particulièrement dans les pays les plus vulnérables. Rosaline Dong, bonjour. Bonjour. Vous êtes une jeune activiste sénégalaise de l'ONG One et vous allez participer à ce sommet qui, je le disais, a pour objectif de construire un nouveau consensus pour un système financier international plus solidaire. Alors des sommets, des conférences, des colloques autour de la question du financement, il y en a déjà eu beaucoup et pourtant jusqu'ici rien ne change. Pourquoi celui-ci serait différent ? En fait, comme vous l'avez dit, on a eu des conférences de haut niveau, des rencontres internationaux et tout. Alors, par rapport à ce sommet, on ose juste espérer que cette fois-ci, ce sera un véritable choc financier, mais qu'il y ait plus d'engagement et de concret. Donc là, on espère que de ce sommet, il va en résulter que du positif, en fait, et pas que des promesses vides, comme on l'a vu historiquement parlant. Vous pensez que l'urgence actuelle va véritablement apporter une prise de conscience aux dirigeants et que de toute façon, on est obligé d'agir et qu'on ne peut pas rester dans cette situation, j'imagine? On espère. De toute façon, la seule option qu'on a aujourd'hui, c'est de parler, d'alerter encore au maximum parce que là, c'est la voix qui porte. Au niveau des dirigeants, on peut juste leur parler, leur mettre la pression pour leur montrer que là, il faut vraiment agir parce qu'on l'a vu avec récemment toutes les catastrophes qu'on est en train de vivre, qu'on continue à subir. Donc là, c'est vraiment l'occasion de encore plus mettre la pression et on espère vraiment que cette fois-ci, ce sera une bonne écoute. Justement, en tant que porte-voix de la jeunesse africaine à ce sommet, quel est le message que vous voulez passer en y participant ? Alors déjà, je voudrais que les dirigeants donnent plus de voix aux jeunes. Voilà, parce qu'on sait qu'un développement d'un pays fait partie des jeunes, que les jeunes soient associés à la table des négociations, surtout pour les pays pauvres, parce que ça ne sert à rien de faire des négociations derrière, surtout que c'est des décisions qui ne nous arrangent pas. Donc, il faut vraiment plus d'inclusion par rapport à ces pays pauvres-là et vraiment que les promesses soient tenues. Parce que si les promesses ne sont pas tenues, s'il faut juste venir faire des déclarations, des promesses, des prises de décision et que derrière, il n'y a aucune promesse qui a été tenue, ça ne sert à rien en fait, ça ne servirait à rien. Je le disais, vous êtes engagé depuis très longtemps pour défendre les droits des femmes et contre le changement climatique. Quelle est la situation des femmes sénégalaises face à ces bouleversements? À quel point cela les affecte? Là, c'est encore plus catastrophique parce qu'on sait que la femme, surtout au Sénégal, c'est le maillon faible, peut-être partout par rapport à d'autres pays. Donc, s'il y a ces genres de situations-là, la femme, elle est plus affectée et qu'on sait aussi que le développement, les femmes en font partie parce que c'est vraiment historiquement démontré que si les femmes s'activent sur un milieu, voilà, ça permet à un pays de se développer. Donc là, la pauvreté atteint son seuil maximal. On sait aussi au Sénégal qu'il y a un boom démographique à ce niveau-là. Donc, les femmes, la plupart, ils sont dans l'informel. Voilà, parce que comme je le dis, la place de la femme est un peu mitigée au sein du Sénégal. Donc, il faudrait vraiment, c'est un cri de secours. Voilà, il faudrait vraiment penser un peu à comment aider ces femmes, en fait, à avoir main prise sur tout ça, sur ces catastrophes et tout. Vous êtes confiante? Vous craignez pas que malheureusement, une fois de plus, il y ait de belles promesses et que des impondérables économiques, sociétaux fassent que des décisions soient prises, mais qu'elles prennent trop de temps? On n'a pas de temps, j'imagine, devant nous. Oui, parce que en fait, comme je l'ai dit au début, si on voit bien, historiquement parlant, tout ce qui a été promis, les archives sont là, de 2015, la COP 15 en 2009, du COP 27 qui
qui a été très récent. Bon, vous allez me dire que c'est récent. Les décisions, ça tarde. Et là, actuellement, toute la jeunesse africaine est en train de regarder ses dirigeants, voir quelles sont les décisions qu'ils vont prendre. J'ose espérer vraiment qu'il y aura du positif. Même si c'est sur plusieurs décisions, même s'il y a une décision qui a été faite, surtout de vraiment plus d'argent au niveau pour les pays pauvres, en fait. Par exemple, on parle du changement climatique là actuellement, donc on sait que ça nous affecte beaucoup et pourtant on n'est pas responsable ou bien on est minimum à 3% responsable de ce changement climatique là. Il faudra qu'on puisse au moins prendre une décision urgente et concrète par rapport à ça parce que c'est l'affaire de tous en fait. Ça ne va pas seulement nous impacter, mais ça impacte le monde entier. Et au soir du 23 juin, c'est ça la décision, une décision concrète, c'est cette décision concrète d'agir dans l'urgence ou d'agir avec des véritables actions sur le terrain qui pourraient vous convaincre que votre voyage à Paris n'a pas été inutile, voire que votre mission lors de ce sommet a été couronnée de succès? Oui, déjà, les paroles, c'est bien beau. Et c'est bien beau d'avoir des paroles, des promesses et tout. Mais après, on attend dans l'urgence, parce que je sais qu'aujourd'hui, les pays riches, ils sont dans la capacité, en fait, de faire des choses. Il ne faut pas attendre que la catastrophe arrive pour appeler à l'aide internationale ou bien être tous solidaires. Non, la solidarité, ça commence maintenant. Ou même avant de sortir de ce soir de 23 juin, il faut penser à l'aide internationale et pas attendre à une catastrophe. Donc oui, je serais vraiment satisfait de mon voyage et que cela serve à quelque chose si après juste le sommet là, on nous dit voilà, les fonds que vous aviez demandé ou bien en tout cas l'aide que vous aviez demandé ou bien la coopération, de nouveaux contrats ont été accordés entre les pays riches et pauvres et que vraiment il y aura un suivi, surtout, c'est ça le plus important. Une dernière question. Au Sénégal, comment est perçu ce sommet? Est-ce que d'abord les gens sont au courant? Est-ce qu'il y a eu une véritable communication? Est-ce que la population espère véritablement des choses concrètes ou elle est un petit peu résignée? Bon, là, le Sénégal, honnêtement, peu sont au courant du sommet, à part les politiciens, bien sûr. Elle est résignée parce que, comme je vous l'ai dit, ils vont toujours dire, en venant, la plupart, ils vous disent c'est la même chose. Vous allez y aller, ils vont vous faire des belles promesses et c'est rebelote. Donc, c'est pourquoi là, vraiment, on ose espérer que ce ne sera juste pas des promesses en l'air. Sinon, après, ça ne servirait même plus à quelque chose de venir dans ces conférences-là parce qu'on saura que c'est juste des paroles en l'air ou bien c'est juste une présence et vraiment, c'est vraiment mitigé de notre côté. Donc là, la jeunesse, on a eu à faire une conférence de presse pour informer de ce qui va se passer. Et bon, comme je vous l'ai dit, la jeunesse est à l'écoute des décisions finales. Vous diriez que c'est le sommet de la dernière chance? Quand même pas, si, non? À peu près, oui et non, à 90%. Ok. Rosaline, donc, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et je vous souhaite un très bon sommet avec je l'espère, de belles décisions et de réelles actions qui pourront porter le maximum de positif à la situation actuelle dans le monde. Merci beaucoup, bon sommet, au revoir. Merci à vous, au revoir. On termine cette édition avec du football et la très belle victoire du Sénégal contre le Brésil à Lisbonne sur le score de 4-2. Rapidement mené au score après un but de Lucas Paqueta, les Lions de la Teranga ont déroulé leur jeu offensif et enchaîné les buts. Le premier par Habib Diallo et un doublé de Sadio Mané. À noter que Marquinhos a également marqué, mais contre son camp. Bravo. Super. Voilà, c'est ainsi que se termine cette édition. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition de la mi-journée. En attendant, comme d'habitude, continuez à vous informer en regardant Télé Sud. À très bientôt, au revoir.